L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Monsieur Badis Renissa, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur les ondes de la chaîne 3. Monsieur Badis Renissa, on va réagir à la conférence de presse animée hier par le ministre des Affaires étrangères. Conférence de presse animée suite à l'IATF, la foire commerciale intra-africaine qui s'est déroulée donc du 4 au 10 septembre à Alger. Le chef de la diplomatie parle d'une réussite éloquente exprimée par les chiffres, monsieur Badis Renissa. Tout à fait, effectivement, et vous faites bien de le rappeler, les chiffres sont têtus, effectivement. Au-delà d'un bilan, c'est aussi une sémantique, c'est aussi une rhétorique, c'est aussi un principe fondamental pour l'Algérie. J'ai envie de vous dire que, après avoir été Alger, après avoir été la capitale du non-alignement, aujourd'hui, elle est la capitale du panafricanisme économique. C'est ça dont il est question aujourd'hui. Au-delà de l'IATF, effectivement, sa 4e édition, qui d'ailleurs est une édition singulière, du propre aveu du ministre des Affaires étrangères comparé aux autres. Mais comparaison n'est pas raison, restons humbles, restons modestes, effectivement. Oui. Mais encore une fois, comme vous l'avez dit, les chiffres sont là pour affirmer effectivement qu'aujourd'hui, l'Algérie clairement a été un carrefour géoéconomique, elle le sera, géoéconomique africain, mais surtout aussi, permettez-moi, au-delà sur la profondeur géopolitique et géoéconomique, l'Algérie se veut être aussi un acteur structurant, notamment de l'échange africain. C'est aussi offrir à l'Afrique une capitale des échanges commerciaux. J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, l'Algérie est devenue la capitale du possible. L'Algérie est une fabrique d'espoir, notamment pour, je dirais, se mettre au diapason, notamment des défis, les défis qui soient d'ailleurs passés ou futurs, les défis continentaux, mais les défis aussi géopolitiques internationaux. Donc, je pense que oui. Au-delà de l'événement lui-même qui a aussi prouvé plusieurs portées, notamment à savoir que l'Algérie, sur le bilan, démontre qu'elle est capable effectivement d'accueillir de grands événements et de les réussir, et aussi sur la symbolique, à savoir que Alger devient un hub plus qu'une plateforme où se construit l'avenir économique de l'Afrique. Donc, oui. En d'autres termes, Alger, par cet événement, effectivement, elle confirme qu'elle est un pivot diplomatique africain et arabe également, puisque c'est ça dont il est question, c'est de casser les silos, casser les murs et ouvrir un nouveau chapitre géopolitique dans lequel l'Algérie, effectivement, j'ai envie de vous dire, avec d'autres acteurs, bien évidemment, et je dirais partenaires et alliés, le cœur, justement, battant de ce moteur économique, notamment, qui permet effectivement... En parlant de moteur économique, monsieur Badis Renissa, alors, pour être très concret, vous parliez de panafricanisme économique. Le concept n'est pas désuet puisque le ministre des Affaires étrangères disait lors de la conférence de presse « L'Afrique n'accepte plus de jouer des rôles secondaires dans le commerce mondial. Ce panafricanisme économique est véritablement d'actualité. Il n'est en aucun cas désuet. » Absolument. Écoutez, j'irai plus loin. Hier, on a assisté, plus qu'à une conférence de presse ou un point de presse, pour moi, on a assisté clairement à un momentum diplomatique. Nous avons assisté effectivement à une clarification, mais surtout aussi une consolidation du positionnement de la diplomatie algérienne, qui, elle, est basée bien évidemment sur ses principes fondamentaux, ses principes universels, à savoir, effectivement, comme on l'avait dit, l'autodétermination, je dirais, l'affranchissement du diktat, effectivement, et les pressions étrangères. Et je pense que rien de mieux qu'effectivement qu'un projet, une vision mise en place, effectivement, initiée par l'Algérie à travers ce type d'événement, mais aussi à travers ses positions passées, présentes et futures. Puisque vous savez, il ne suffit pas d'organiser un événement, il faut aussi avoir la crédibilité, il faut avoir la légitimité, il faut avoir la vision, il faut avoir le projet qui va avec. Et je pense que l'Algérie a coché toutes les cases sur ce point. Et c'est pourquoi, je retiens une phrase très importante aussi du ministre des Affaires étrangères. Oui. Effectivement, il disait « L'Afrique ne veut plus subir son sort ». C'est ça le cœur, je dirais, de l'action aujourd'hui à penser, à repenser entre partenaires et États amis africains. Cela signifie aussi que, je dirais, l'Afrique ne se satisfait plus d'être périphérique. Elle veut effectivement, et je reviens à ce que vous disiez, elle veut être effectivement une dynamique active. Elle veut être
je dirais à travers l'Algérie, un porte-voix de revendications, à savoir sur le plan économique, effectivement, puisque c'est le nerf de la guerre, et l'Afrique, sur ce chapitre-là, ne veut plus veut contrôler plutôt ses ressources, ses marchés et ses chaînes de valeur. L'IATF, on a été une plateforme, une rampe de lancement. Sur le plan politique aussi, il est très important que la stabilité politique, que l'Afrique veut poser une voix lourde au sein de l'ONU, veut peser aussi dans l'équation du G20, elle veut aussi peser dans les négociations, qu'elles soient économiques ou climatiques, qui se font à l'échelle internationale. Et en enfin, parlant sur de... le plan diplomatique, Oui. permettez-moi de conclure sur le troisième axe, qui est très important aussi, qui est complémentaire, à savoir le plan diplomatique, où l'Afrique revendique une voix souveraine, une voix qui est non dictée par effectivement les dictats ou non dictée par des pressions, des alliances de circonstances ou des alliances contre-stratégiques qui ne servent pas les intérêts de l'Afrique. En parlant de l'ONU et en parlant de la place de l'Afrique au sein de l'ONU, alors l'Union africaine a réussi à obtenir un siège à part entière au sein du G20. Ça a été souligné hier par le chef de la diplomatie algérienne. Mais qu'en est-il du Conseil de sécurité, Monsieur Badis Renissa? Aucun pays africain n'a de siège permanent au sein du Conseil de sécurité. Comment l'expliquez-vous? Écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est une première pierre à l'édifice. Effectivement, c'est un succès, une victoire, un jalon géopolitique qui est celui du siège au sein du G20. Ça ouvre une porte, effectivement, une porte significative pour la suite. Mais pour cela, encore une fois, c'est ce que je dis, c'est ce que l'Algérie s'attelle à faire depuis maintenant des mois et des années, en toute cohérence avec effectivement sa ligne diplomatique, à savoir le non-alignement, à savoir le droit à l'autodétermination. Et là, je reviens sur les causes justes qu'elle défend aussi, qui ont fait d'elle une légitimité et même la Mecque des révolutions et la Mecque, je dirais, des libertés des peuples, à savoir la fin de l'occupation, la primauté également du droit international. Et pour cela, pour être, je dirais, acteur de la décision internationale, il faut aussi prendre part, comme vous l'avez dit à juste titre, dans la table des decision makers, dans la table effectivement des décideurs. Et pour cela, on a besoin effectivement d'aller au-delà des différends entre les États africains, aller au-delà de ce qui divise les États, mais plutôt ce qui les rassemble, pour pouvoir effectivement peser. Parce que j'ai envie de vous dire, et c'est ce que se sert aujourd'hui l'Occident, le vieil adage qui effectivement qui dit que diviser pour mieux régner. Donc tant que l'Afrique n'a pas de cap, n'a pas de boussole, et je pense que l'Algérie, toute modestie gardée, s'inscrit dans cette démarche-là, où elle est la boussole effectivement diplomatique d'un affranchissement structuré et d'une architecture aussi sécuritaire, c'est très important, de la stabilité pour pouvoir avoir l'essor économique. Je pense qu'elle joue un rôle important avec d'autres pays, effectivement, elle n'est pas la seule, mais en tout cas, elle donne une dynamique, elle donne une direction, elle donne un cap. Et c'est dont a besoin l'Afrique aujourd'hui pour effectivement pouvoir amorcer des discussions, amorcer des réformes légitimes, effectivement. Vous l'avez dit, l'ONU a été créée sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale, sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale. Il a été créé à une époque qui est aujourd'hui révolue, à savoir les États africains sont indépendants, les États africains sont souverains, les États africains aspirent à effectivement décider aux côtés du Nord. C'est ça dans toutes les questions, puisqu'on a un déséquilibre Nord-Sud dans lequel l'Algérie, dans ces dynamiques de groupes, notamment Sud-Sud, Sud global, BRICS, Afrique, Union africaine, espace arabe également, joue un rôle prépondérant pour pouvoir, je dirais pas influencer, mais réformer un déséquilibre, réformer une injustice historique internationale. C'est pour cela que l'Algérie appelle à une réforme des Nations Unies. Ça a été à plusieurs fois cité par les experts algériens, par M. Benjama au sein du Conseil de sécurité, rappelant que l'Algérie a un siège non permanent de 2023 à 2025 au Conseil de sécurité. Mais vous savez, il ne suffit pas d'appeler à réformer. Et c'est pourquoi je reviens sur le pragmatisme et je dirais de la diplomatie algérienne. Oui. Réformer, c'est effectivement un acte dont on a pris connaissance depuis des années. Comme je vous ai dit, au-delà, à partir des indépendances, je dirais, de certains États africains depuis post-Deuxième Guerre mondiale, cette réforme devient une nécessité, devient vitale. Parce que, comme j'ai expliqué, pour équilibrer pour les décisions. J'en veux pour preuve aujourd'hui la vétoisation, par exemple, du génocide, la vétoisation d'autres actes, notamment, qui privilégient, qui favorisent à chaque fois
le Nord ou l'Occident. Donc, au-delà de l'aspect historique de rétablir une injustice, effectivement, au profit de l'Afrique, l'Algérie est pragmatique dans le sens où on a besoin de cohérence, on a besoin d'une approche structurée, une approche argumentée, une approche unifiée. Et c'est pourquoi l'union de l'Afrique, des États africains, derrière le même moteur, à savoir poser sa voix, poser son avis, poser sa décision est prépondérante et très importante, mais surtout stratégique. Mais pour cela, encore une fois, il nous faut une visibilité, il nous faut un soft power africain, il nous faut une mobilisation aussi continentale, car le discours africain lui-même peut servir de levier pour renforcer les alliances, pour construire aussi des coalitions autour, et c'est ce que l'Algérie appelle de ses voeux depuis dans tous ses discours et ses actes, puisque c'est aussi la diplomatie du concret, pour défendre l'intérêt commun, l'intérêt du continent, l'intérêt des peuples, notamment africains. En parlant de la diplomatie du concret et puis de pragmatisme, c'est ce que vous disiez, le président de la République a prévu tout un programme économique qui se dirige vers le continent, de nouvelles lignes aériennes, terrestres, maritimes. Il y aura beaucoup d'exportations de ciment toujours vers le sud. Ce renforcement de l'économie africaine, tous ces projets d'ampleur africaine ont une valeur politique, diplomatique, Monsieur Khenissa. Écoutez, au-delà de on est dans le concret, là. Plus que le concret, on est aussi dans l'humanisme, on est aussi dans la bienveillance, on est aussi dans la lucidité, on est aussi dans l'intérêt commun et collectif. Encore une fois, l'Algérie joint les actes aux paroles. Et c'est ce qui fait aujourd'hui sa légitimité, sa crédibilité dans l'équation géopolitique, qu'elle soit régionale, continentale et même internationale. L'Algérie est écoutée, l'Algérie est suivie. L'Algérie aujourd'hui est une boussole diplomatique notamment, et c'est pas du chauvinisme de ma part, c'est du concret, c'est-à-dire on peut l'argumenter, c'est palpable, c'est tangible dans l'équation géopolitique. Et c'est pourquoi, encore une fois, vous avez évoqué effectivement l'aspect ou le levier de développement, il est fondamental dans l'équation politique et économique africaine. Et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, on a été conscient au lendemain, c'est-à-dire de sa prise de fonction, il a compris effectivement que d'abord, il faut casser les murs. C'est ce que je disais tout à l'heure, casser les silos qui séparaient jusque-là les États africains pour ne pas se permettre cette synergie diplomatique et géopolitique africaine, cette force positive africaine, et puis ensuite aussi aller à la source des mots MAU, à savoir que ce soit le sous-développement, que ce soit la mauvaise gestion, que ce soit le terreau du terrorisme, fléau effectivement. Alors je me permets de vous couper, Monsieur Badis Khenissa, vraiment désolé de vous couper, c'est l'heure de la publicité juste après du rappel des titres, et puis on va en reparler juste après les titres, Monsieur Badis Khenissa. Monsieur Badis Khenissa, rebonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes analyste et expert en politique internationale. On parlait d'un point très important, celui du développement du continent pour lutter contre les maux que subit actuellement le continent, notamment le terrorisme et la contrebande. L'initiative algérienne n'est pas fortuite puisque le développement du continent, c'est l'un des moyens les plus fiables et sûrs pour lutter contre ces maux, Monsieur Badis Khenissa. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, le président de la République a initié aussi une dynamique pragmatique, une dynamique faisable, une dynamique aussi comme levier, le développement, à savoir le développement d'abord en défendant l'intérêt commun, l'intérêt collectif des peuples africains, et j'en veux pour preuve plusieurs jalons qui ont démontré cela, à savoir le fonds de développement mis en place par l'Algérie, effectivement, d'ailleurs première, notamment dans l'équation de développement continental, puis aussi récemment, d'ailleurs, comme outcome, comme résultat et conséquence justement de l'IATF, ce fonds justement de développement des startups ou d'investissement pour les startups africaines, c'est pour dire qu'effectivement, nous avons en tout cas le président de la République a endigué un traitement de fonds, un traitement effectivement comme levier pour développer. Quand on dit un développement de l'Afrique, c'est aussi le développement du continent, c'est le développement des peuples. Et c'est aussi se prémunir, comme je l'ai dit tout à l'heure, du fléau, à savoir que ce soit le terrorisme, la précarité, puisque vous savez, le terrorisme se nourrit de la précarité pour pouvoir justement engager,
pour recruter effectivement des brebis galeuses. Donc aujourd'hui, je pense que, encore une fois, le discours du président de la République, le discours de notre diplomatie algérienne, qui est un discours de cohérence, de mobilisation régionale pour l'intérêt commun, de visibilité de soft power pour l'Afrique aussi. On évoquait tout à l'heure effectivement la table de décision, notamment internationale et des États puissants. Là, l'Afrique est une puissance. D'ailleurs, j'en veux pour preuve aussi, Oui. tout le monde s'accorde à dire que l'avenir de l'humanité, l'avenir du monde se dessine en Afrique. Donc, et c'est pourquoi on a besoin effectivement d'avoir cette introspection proactive et dynamique au sein du continent africain. Je pense que l'Algérie contribue à savoir avec ce principe non négociable qui est celui des solutions africaines aux problèmes africains, des orientations africaines renforcées, une politique étrangère proactive qui permet effectivement de concrétiser nos ambitions, mais surtout de leur donner les moyens, ce que je disais tout à l'heure, les moyens économiques, financiers, nerfs de la guerre, mais aussi les moyens diplomatiques, à savoir un postulat de l'Afrique sur notamment les causes justes, notamment sur ce qui a trait aujourd'hui au déséquilibre du monde, à savoir l'émergence de ce nouvel ordre mondial dans lequel effectivement nous voyons des perturbations, dans lequel l'Afrique se positionne, en tout cas du bon côté de l'histoire, grâce au positionnement de l'Algérie et de ses partenaires. En parlant de partenariat, on va parler à présent du partenariat hors continent. Le ministre des Affaires étrangères a insisté sur le partenariat algéro-italien qui, dit-il, repose sur des sujets et sur des projets concrets. Est-ce là encore la preuve d'une nouvelle vision? Il y a de nombreux projets avec l'Italie qui sont très concrets dans divers secteurs d'activité, notamment dans les hydrocarbures. Est-ce que ce n'est pas là encore un exemple de la nouvelle vision de l'Algérie, de sortir du carcan, j'allais dire, des partenaires traditionnels avec des partenaires qui ont une vision beaucoup plus gagnant d'un point de vue économique? Alors, permettez-moi de dire, peut-être en prélude, dans l'arène diplomatique, j'ai envie de dire, l'Algérie ne pratique ni la diplomatie du silence, ni celle de l'esquive. Elle assume ses positions. Elle assume ses positions et elle assume aussi ses partenariats, ses alliances stratégiques, ses alliances qui œuvrent effectivement dans l'intérêt, comme vous l'avez dit à juste titre, du rapport gagnant-gagnant. Mais pour cela, l'Algérie aussi affirme un point, je dirais, fondamental et non négociable, qui est celui de la dignité et du respect. Oui. Pourquoi ces alliances sont aujourd'hui effectivement le synonyme de réussite, le synonyme effectivement d'essor commun et bilatéral? C'est parce qu'effectivement, et d'ailleurs ça a été rappelé dans du point presse par le ministre des Affaires étrangères, il y a un respect mutuel, il y a une histoire commune, il y a des positions, des convergences notamment de vues, il y a des convergences aussi de lutte, puisque l'Algérie et l'Italie partagent énormément de points sur que ce soit l'équation régionale et continentale, à savoir ce qu'on évoquait tout à l'heure, le développement de l'Afrique, dans laquelle l'Italie, elle est dans le concret également. L'Italie, elle est dans un langage, je dirais, tangible et non pas des promesses non tenues comme nous l'avons vu par l'Occident et par l'Union européenne. L'Italie met les mains dans le cambouis, j'ai envie de vous dire. L'Italie, elle participe effectivement en amont, par exemple, pour endiguer l'immigration illégale, dans lequel elle participe effectivement dans le développement africain. L'Italie aussi, elle considère les partenaires, et notamment l'Algérie comme partenaire, comme porte d'entrée notamment en Afrique, comme un État puissant régional et surtout aussi un État d'égal à égal. Le rapport, il est très important. Et d'ailleurs, nous avons une antithèse, nous avons un exemple très concret, effectivement, d'autres pays comme la France, notamment, qui, elle, n'a pas compris, effectivement, que l'ère est révolue, que les temps ont changé, et que l'Algérie souveraine, l'Algérie nouvelle, aspire effectivement à s'ouvrir au monde, mais s'ouvrir au monde avec les États qui la respectent, des États qui ont mis à jour leur logiciel, notamment, qui ne sont pas restés dans une approche néocolonialiste. Donc vous voyez bien que l'Italie, c'est le paradoxe, c'est que l'Italie aujourd'hui, qui effectivement qui donne sur le bassin sud-méditerranéen, c'est elle qui participe davantage. Et d'ailleurs, c'est elle aussi qui fait partie des meilleurs élèves de l'Union européenne, puisqu'elle a permis, avec la politique de Meloni, à réduire notamment le déficit commercial, à s'aligner avec les objectifs de l'Union européenne. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, il y a un rapport gagnant-gagnant, il y a une complémentarité entre Alger et Rome. Et
aujourd'hui, elle s'inscrit sur du long terme et je pense que certains États devraient en prendre exemple et devraient effectivement, je dirais, emboîter le pas pour construire encore une fois une équation régionale et continentale et non pas via un prisme condescendant, un prisme paternaliste, un prisme Colonialiste. néocolonialiste, effectivement. On va parler aussi des questions d'actualité, Monsieur Badis Renissa. L'Algérie a formellement demandé au Conseil de sécurité de condamner l'agression sioniste contre le Qatar. Le ministre des Affaires étrangères a rappelé la position de l'Algérie qui a été très rapide suite à cette agression. Effectivement, vous savez, encore une fois, c'est le socle des causes justes. La Palestine, notamment, aujourd'hui, en fait partie. Pourquoi des causes justes qui font partie, effectivement, des principes universels de l'Algérie? C'est parce que l'Algérie défend bec et ongle depuis son indépendance au droit de l'autodétermination. L'Algérie défend à la fin de l'occupation, toute forme d'occupation, je dis bien. Et surtout, et enfin, l'Algérie défend la primauté du droit international. Son droit, son ordre mondial, son ordre international, c'est l'anarchie du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, nous y sommes. On est dans cette anarchie, Monsieur Badis Renissa? On y est en plein? Écoutez, tant que l'ONU, tant que le Conseil de sécurité, qui, je rappelle, est censé être le principal garant de l'équilibre, notamment international, principal garant du respect du droit international, principal garant justement de la liberté des peuples et de leur sécurité. Pensez-vous qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Cisjordanie, pensez-vous qu'effectivement nous y sommes? Non, pas du tout, nous sommes aux antipodes, effectivement. C'est pourquoi l'Algérie, comme d'autres pays, d'autres États, aspirent à peser dans une dynamique, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, de réforme de ce Conseil de sécurité, un Conseil de sécurité aujourd'hui qui est aphone, un Conseil de sécurité qui est impuissant, je dirais, face d'abord à ces je dirais, leviers administratifs, puisque le fameux veto contribue effectivement à une injustice abyssale, une injustice condamnable, et aussi via ces lectures, je dirais, ou ces alliances parfois stratégiques ou contre-stratégiques ou même contre-nature qui font qu'aujourd'hui il y a un déséquilibre aussi au sein même de la décision ou de la prise de décision ou de sanctions, notamment contre l'entité sioniste. C'est ce qui fait cette immunité, c'est ce qui fait cette impunité de l'entité sioniste, c'est ce qui fait aussi cet entêtement suicidaire de Netanyahou contre une population démunie, contre une population civile qui n'a rien demandé si ce n'est que occuper son territoire, vivre sur son territoire en liberté, mais surtout avec une souveraineté, une indépendance et surtout, avant tout, avec les droits les plus fondamentaux, les plus simples, à savoir le droit de vivre. Se pose donc la question, Monsieur Badis Renissa, de la reconnaissance de l'État palestinien par plusieurs pays au sein de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies. De nombreux pays, notamment des anciens, ils sont toujours alliés de l'occupation israélienne, qui disent qu'ils vont reconnaître l'État de Palestine lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU. Sauf que voilà, que représente cette reconnaissance de ces pays au vu de toute cette impunité dont jouit l'occupation israélienne? Vous savez, une solution politique ou diplomatique, ça engage deux acteurs, deux acteurs belligérants, à savoir aujourd'hui, y compris l'entité sioniste. Vous voyez, sauf que si l'entité sioniste, elle est, je dirais, dans une autre dimension diplomatique, parce qu'on parle de dimension plutôt religieuse, extrémiste, dogmatique, idéologique. Je rappelle Netanyahou est supporté et soutenu aujourd'hui par une frange ultra-extrémiste et intégriste qui croit au retour du Messie. Et qui croit en fait à l'accélération du processus du retour du Messie. Vous voyez, donc comment pouvez-vous amorcer un langage objectif, un langage serein, un langage pragmatique, un langage, je dirais, structuré avec quelqu'un qui croit à une dimension, je dirais, spirituelle, une dimension catégorique et avec un réflexe définitif sur lequel il ne reviendra pas. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, juste avant la reconnaissance, effectivement, juste avant le vote ou la confirmation de la déclaration de New York par rapport aux solutions à deux États avec une feuille de route, Sharon Netanyahou, effectivement, a déclaré que la solution à deux États est une solution, je dirais, exclue de l'équation politique de l'entité sioniste. C'est une solution chimérique. En d'autres termes, il veut dire qu'effectivement, le deuxième acteur, notamment dans cette équation de discussion, n'est pas favorable à cette solution. Et c'est pourquoi, effectivement, c'est un jalon très important de le rappeler, ce qui s'est passé
l'Assemblée générale. Oui. Cependant, encore une fois, tant qu'il n'y a pas eu de sanctions, tant qu'il n'y a pas eu de convergence, notamment sur la nécessité des États, y compris occidentaux, y compris certains soutiens directs ou indirects de l'entité sioniste, à devoir, je ne dis pas à vouloir, à devoir, parce que c'est une obligation face à l'histoire, face à l'humanité, face à la crédibilité de ces instances, à devoir établir des sanctions claires, des directives coercitives contre cette entité sioniste voyou, effectivement, qui encore une fois, ne considère aucunement, je dis bien aucunement, et là aussi c'est dans son idéologie, dès la fondation de l'entité sioniste sur les ruines, sur les frontières notamment de la Palestine, qui consistait à ne pas reconnaître aucune instance, encore moins rendre des comptes ou être comptable. Donc, vous voyez bien que le rapport de force diplomatique est important dans cette équation, et c'est pourquoi je pense que beaucoup d'États aspirent à effectivement inverser les rôles, mais surtout aussi à inverser les équilibres en appuyant davantage de pression sur l'entité sioniste, et bien évidemment, tout en restant pragmatique, parce que voilà, les relations internationales sont toujours fondées sur des éléments tangibles, à savoir, il faut aussi que son principal, je dirais, pourvoyeur, mais surtout son principal soutien d'effectivité historique, qui est les États-Unis, doit aussi prendre conscience. Et je pense qu'aujourd'hui, l'administration Trump est en phase, effectivement, d'avoir peut-être une mutation même minime, mais en tout cas, sur Netanyahou lui-même. Je ne parle pas de l'entité sioniste, puisque le soutien sera toujours historique ad vitam aeternam, mais je pense que sur le sanguinaire et le génocidaire Netanyahou, beaucoup de partenaires et d'alliés commencent à revoir, en tout cas, leur stratégie d'alliance, de partenariat, mais surtout aussi de soutien, qui est un soutien d'ailleurs qui s'effrite de jour en jour, et on le voit dans les discours de certains États européens et occidentaux. Une dernière question à ce propos, M. Badis Renissa, pour terminer donc cette émission. L'Algérie, on l'a vu, M. Ammar Benjama, à chaque fois insister au sein du Conseil de sécurité pour que les États admettent qu'il s'agit bien d'un génocide. Le rôle de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité, il est important, il est dérangeant pour cette occupation. On est sur la bonne voie, M. Ammar Benjama. Excusez-moi, M. Badis Renissa. M. Ammar Benjama est en tête. Non, mais effectivement, je pense qu'il faut continuer à oppresser diplomatiquement cette puissance voyou, cette puissance, je dirais encore une fois, qui aujourd'hui exerce de la profanation. C'est même plus de la violation, c'est de la profanation du droit international, du droit juridique et du droit humain. Mais encore une fois, je me répète, le Conseil de sécurité se trouve à la croisée des chemins aujourd'hui. Soit il assume effectivement sa raison d'être, à savoir comme garant de la paix et de la sécurité internationale, soit il consacre effectivement son impuissance historique, encore une fois, face au droit de veto, face aux logiques de blocage. Et je pense que notre représentant permanent au sein de l'ONU fait un travail important, un travail stratégique, un travail de longue haleine, puisque c'est pas, je dirais, les résultantes sont peut-être à prévoir in fine ou à terme, mais en tout cas, je pense que la diplomatie algérienne aujourd'hui sème les vraies valeurs, sème effectivement la vraie dynamique, sème le langage universel et humaniste qui est celui de défendre une cause juste, qui est une cause humaine, avant qu'elle soit une cause politique, une cause de frontières. Et elle s'érige effectivement comme porte-voix des sans-voix, puisque, rappelez-vous, la Palestine n'a même pas de voix au sein de l'ONU, n'a pas de voix effectivement officielle pour pouvoir justement décrire les affres qu'elle subit face à cet occupant génocidaire et agressif. Et encore une fois, l'Algérie s'érige aux côtés d'autres pays, effectivement, dans une dynamique à moyen long terme qui consistera effectivement à, encore une fois, créer une justice internationale, une justice portée par, effectivement, pourquoi pas, ce sud global, cette dynamique effectivement politique et diplomatique que l'Algérie inscrit effectivement résolument dans sa démarche et dans sa feuille de route. Et je pense qu'il en faut des acteurs comme l'Algérie pour pouvoir permettre effectivement peut-être une prise de conscience aussi du monde arabe, une prise de conscience sur internationale. International, effectivement, notamment sur la normalisation de certains pays, sur le marchandage. L'Algérie, vous savez, ne badine pas avec ses principes, et elle s'érige comme gardienne, effectivement, de ces mêmes principes, et elle ne marchande pas comme certains pays. Et je pense qu'elle est l'exemple incarné, elle est je dirais,
le cap ou la boussole effectivement que beaucoup de pays devraient prendre en considération pour pouvoir, encore une fois, apporter ne serait-ce qu'une sécurité, une liberté, une indépendance et une souveraineté à un peuple qui a trop souffert, beaucoup trop souffert et dans lequel on doit aujourd'hui mettre un terme à travers des mécanismes, à travers une réflexion, à travers une structure, à travers une architecture diplomatique collective. Monsieur Badis Renissa, merci. C'est sur ces derniers mots que prend fin donc cette émission. Je rappelle que vous êtes expert en politique internationale. Merci d'avoir été avec nous ce matin.